Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Colline Musel, vétérinaire, coach, formatrice et cofondatrice de Wondervet. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire, entrepreneur, podcasteuse et fondatrice de Thémavet. Bienvenue sur le podcast numéro 1 de la profession qui démontre qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, qu'ils soient praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, leurs réussites et les joies qui vont avec, mais aussi leurs difficultés et leurs échecs. C'est toujours avec le même enthousiasme que nous prêtons notre micro aux vétérinaires pour la 3e saison consécutive, pour continuer à nous raconter tels que nous sommes vraiment, interroger notre quotidien professionnel bien sûr, mais aussi et avant tout notre rapport à la vie, au monde animal et à la planète. Le tout saupoudré d'une bonne dose de déculpabilisation. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de la saison 3 de Veto Micro, avec une surprise sur cette première interview, puisque j'ai le plaisir de recevoir ma nouvelle co-hôte. Bonjour Colline Musel. Salut Marine. Colline, tu vas remplacer Sophie sur cette nouvelle saison. Sophie qu'on embrasse, Sophie que, chers auditeurs, vous aurez le plaisir de retrouver au fil de la saison dans des épisodes internationaux. Donc elle reste parmi nous, mais sur des épisodes un peu plus hors série pour découvrir des parcours de vétérinaires étrangers, avec, rassurez-vous, une majorité de francophones, mais sûrement quelques épisodes in English. Colline, avant de te présenter à nos auditeurs, je voulais recueillir tes impressions parce qu'on a clôturé une saison 2 avec des audiences records. Tu es l'épisode 81 et ça me fait vraiment quelque chose de dire ça parce que je me dis qu'on a eu la chance de rentrer dans l'intimité professionnelle d'énormément de confrères et de consoeurs. Toi, ça te fait quoi de rejoindre l'aventure à ce 81e épisode ? Moi, globalement, je me sens extrêmement honorée d'avoir reçu cette proposition et d'avoir cette opportunité d'être avec vous et d'être à vos côtés. Et en plus, ça m'amène énormément de kiff de faire partie d'une équipe, parce que je travaille souvent seule, même si depuis quelques mois je travaille à 2, mais voilà, c'est absolument génial. Et en plus, ça va énormément nourrir ma curiosité de pouvoir aller parler à plein de vétos qui font plein de trucs différents. Donc Bon, trop chouette. Et je vais te présenter du coup, comme c'est la tradition. Colline, tu es sortie de Lyon en 2012. Après un début de clinica canine NAC qui n'a pas comblé tes attentes, tu débutes ta vie professionnelle par des remplacements. Alors, si j'ai bien compris, en France d'abord et ensuite en Angleterre. Tu mèneras cette vie de praticienne remplaçante qui est pas courante pendant plus de 5 ans avant d'entamer une reconversion professionnelle dans le coaching, métier que tu exerces aujourd'hui en proposant tes services exclusivement aux professionnels de l'écosystème vétérinaire. Tu as aussi co-animé le podcast Indiana Vet, donc c'est pas ta première expérience en la matière. Donc tu as plein de choses à nous raconter, donc sans plus attendre, la première question que tu connais par cœur, mais je vais quand même te faire l'honneur de la formuler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire ? Donc moi, je fais partie, je crois, des exceptions sur ça, parce que j'avais pas la passion d'enfant d'être vétérinaire. Effectivement, c'est rare dans Veto Micro. Ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, je me suis dit, alors je pense que j'ai dû le dire petite fille comme plein de gens, mais c'était pas le truc hyper vivant en moi. Par contre, en arrivant en fin de parcours de lycée, je savais que je voulais être dans un métier où j'apportais de l'aide à des êtres vivants, plutôt humains ou animaux, et je savais que je voulais que mon aide, elle ait un impact immédiat. C'est-à-dire que j'avais bien identifié que tout ce qui était diplomatie et régler des conflits israélo-palestiniens, des trucs très très loin et qui mettent des dizaines d'années à se régler, ça m'intéressait pas. Moi, je voulais... Mais donc, tu avais quand même pensé, tu as eu cette réflexion un peu globale, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai ce souvenir-là qui est quand même flou, ça fait 20 ans, n'est-ce pas ? Mais voilà, je me souviens me dire, ouais, moi je veux aider les gens, je veux aider, je veux me sentir utile et je veux voir rapidement le résultat de ce que je fais. Oui, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Et après, pourquoi Veto ? Parce que l'entrée pour Veto à mon époque, c'était encore maintenant, je crois, c'était la prépa à la grande porte, et que la prépa c'est que post-bac. Et je me suis dit, je fais d'abord un test en prépa, voir si déjà ils veulent de moi, voir si déjà je tiens bon. Donc c'était déjà la BCPST. BCPST, ouais. Moi j'étais sur cette année-là. Ça venait de changer. Et je me suis dit, si je tiens pas, je passerai en fac de médecine et j'irai faire kiné ou médecin.
D'accord. Mais du coup, j'avais ces options-là. Donc veto, tu vois, c'était ça fait partie de ce qui m'intéresse, mais c'était pas mon option unique, comme j'ai pu rencontrer des amis à moi qui étaient au bout de leur vie si elles avaient pas leur concours. Moi, je me disais, bon, ça fait chier après X années de prépa, mais je ferai autre chose. D'accord. Et au final, bon, après 3 ans, j'ai eu mon concours et puis j'ai fait ça, mais j'étais pas en mode passion totale. Ouais, c'est marrant parce que j'ai pas fait de stats sur Veto Micro, mais je pense qu'on est à 90% de passion d'enfance. Ouais. Oui, je sais, mais ça s'est bien ressenti après pour moi, que je faisais pas partie des passionnés. Oui, alors bon, moi je faisais partie des passionnés et finalement j'ai fait autre chose aussi, mais bon, je pense que c'est un chemin, quoi. Et finalement, donc tu intègres l'école de Lyon. Qu'est-ce que tu as retiré de tes années à l'école de Lyon? Ah, qu'est-ce que j'en ai retiré? Tu me demandes de trouver du positif. Ah, t'as pas apprécié la partie école? Non. Moi, j'ai eu du mal parce que j'avais porté un masque. Beaucoup. Le masque de la fille qui a des potes, qui aime bien l'ambiance et pour qui ça va et qui se fait pas de soucis. Alors qu'en fait, j'ai passé beaucoup de temps seule dans ma chambre dans le noir à regarder des séries parce que j'étais pas bien. D'accord. Et j'en garde des très bonnes amies, j'en garde des souvenirs de soirées très cool, j'en garde peut-être quelques expériences en clinique assez chouettes, mais en fait il y a énormément de choses dans l'ambiance à l'école qui me convenaient pas et j'ai mis du temps à oser l'admettre parce que moi j'avais pas du tout envie de faire partie même des personnes. à oser l'admettre toi vis-à-vis de toi-même. Ouais, exactement. Ouais. J'ai mis vraiment longtemps à me rendre compte que ce que j'avais fait à l'école, c'était de la suradaptation et que j'étais en mode, je veux pas me sentir rejetée, je veux pas faire partie des exclus. Donc, je vais faire comme si tout ça, je trouvais ça très drôle. Alors que vraiment, quand j'adhérais à ces choses-là, il y a une partie de moi que je méprisais. Enfin, c'était un peu violent quand même. J'ai pas très bien vécu. Et qu'est-ce qui, finalement, là, avec du recul, te plaisait pas dans parce que c'est vrai que c'est particulier, hein, là, c'est la vie de campus, la vie dans une école, c'est assez long. En fait, c'est pas des études courtes et on est sur un métier très corporatiste. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à identifier ce qui te déplaisait? Alors déjà, tout ce qui était, comment dire, genre catégorisation, ces personnes-là, elles sont cool, ces personnes-là, elles sont pas cool, beaucoup d'étiquetage, énormément de jugement sur le physique des filles par les mecs. Il y avait des ambiances comme ça, beaucoup trop de nudité. Genre, ça devenait parfaitement normal de sortir son sexe pour les garçons et d'aller le toucher partout. Nous, on a fait partie de cette promo-là. Hein, ouais, ma promo aussi. Ouais. Voilà, donc il y avait des choses comme ça, des espèces de d'actes où enfin, moi, je me souviens de personnes qui ont uriné sur d'autres en soirée ou qui ont déféqué sur des paillassons. Enfin, tu vois, je me dis, mais à quel moment on fait ça? Et il y avait aussi... Oui, il y avait quelque chose qui te dérangeait, que tu trouvais dérangeant, Ouais. Et puis, j'ai été aussi gênée par l'entre-soi très fort qui fait qu'une fois qu'il y a une étiquette qui t'a été collée parce que à un moment, moi, je pouvais être, mais encore aujourd'hui, ça m'arrive bien sûr, mais je pouvais être très maladroite parfois dans ce que je disais pas. L'alcool n'aidant pas, ça a pu m'arriver de dire des bêtises et d'avoir des personnes qui derrière refusaient de me parler, etc., que je me mettais tout le groupe à dos. Alors j'étais un peu en mode, je suis désolée, j'ai dit une connerie, quoi. Et ça a été la goutte d'eau pour moi qui a fait que je suis partie de Lyon pour mon dernier semestre. Genre, je me disais, il y a personne avec qui je me vois qui est encore dispo en groupe de clinique, parce que mes 2 très bonnes amies, elles avaient pris des chemins que je voulais pas prendre en équine. Mais voilà, j'ai pas aimé cette ambiance-là, même si j'en ai beaucoup profité pour faire comme si, mais au fond, aujourd'hui, quand je pense à des très grosses soirées comme ça et tout, je me dis, oh là là, surtout pas. Mais t'es pas la seule à l'avoir dit à mon micro. Moi, ce que ça me fait, ça me fait réfléchir cette histoire, parce que moi, j'ai très bien vécu mes années d'école. Tout ce que tu racontes là, j'ai aimé cette ambiance-là profondément et je m'y suis sentie chez moi, dans une famille. Et pourtant, je faisais pas partie des gens les plus populaires. Mais en fait, ce que ça me fait dire, c'est qu'il faut quand même faire très attention au bizutage, à toutes ces actions corporatistes, etc. Parce qu'un même contexte n'a pas du tout le même effet sur les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que les gens qui disent ah oui, bah en même temps, on n'a qu'à faire comme que la manière dont s'adaptent 70% ou 80% des gens. Effectivement, j'ai pas cet avis-là parce que pour avoir parlé avec énormément de monde, non, il faut faire attention, et aujourd'hui, je pense que l'accueil et la manière dont c'est dans les écoles est beaucoup plus inclusive et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller parce qu'effectivement, et puis il y a même des gens où ça va plus loin, qui ont été traumatisés, mais de la même manière, et on n'est pas traumatisé par les mêmes choses, on n'est pas les mêmes personnes, et c'est toujours la réflexion que ça m'évoque. Alors,
là, on a parlé plutôt de la partie vie étudiante. Qu'est-ce que tu gardes de la partie plutôt intellectuelle, les cours et les cliniques? Je m'ennuyais dans ce que j'apprenais. Ouais, d'accord. Il y a eu quelques cours que j'ai vraiment adorés, quelques petits éléments que j'ai trouvés très intéressants. Mais t'étais pas au bon endroit, même d'un point de vue intellectuel, quoi. Ben, en fait, il y a eu surtout énormément de matières où je me disais à quel moment ça me sert pour être vétérinaire, ça. Les gars, soyons sérieux. Savoir que la robe d'un chat dépend de tel gène et que c'est le crossover. Et sérieusement. Enfin, il y avait mais on est énormément de obligé trucs d'avoir un socle assez important. Mais je pense que comme ça me passionnait pas. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je le savais que ça me servirait pas, mais ça me passionnait. Effectivement, c'est pareil, c'est deux manières très différentes. Et puis c'est volumineux, hein, ce qu'on intègre. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, heureusement qu'on sort de prépa, mais c'est vrai que quand on regarde, moi, quand je regarde mes cours là, je me suis séparée il y a pas très longtemps, le volume, c'est quand même impressionnant, quoi. Oui. De moi, ce je qu'on en l'ai gère. très rapidement viré ce volume-là, tu vois, par exemple. Enfin, je m'en suis vite débarrassée de mes cours véto. Donc, au niveau des cours, je retiens, voilà, j'ai pas vraiment des souvenirs très positifs, mais je pense que ça, c'est aussi un de mes biais de fonctionnement et qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent et qui vont dire, mais arrête, Colline, il y a plein de trucs que t'as adoré et tout. Mais là, aujourd'hui, c'est pas ça que j'ai facilement retenu. Donc, ça parle de moi, hein, et pas de l'école en tant que telle. Et au niveau des cliniques, de quoi je me souviens en clinique, honnêtement, pas grand-chose. Et j'ai plutôt un souvenir terrible aux hôpitaux où je devais gérer un labrador agressif et moi j'avais extrêmement peur des chiens et où tout mon groupe de clinique était en fou rire parce que moi j'étais en panique et en train de m'énerver sur le chien et eux ils avaient eu un fou rire nerveux de me voir comme ça. Et pour moi ça a été un moment en mode à la fois j'ai envie de rire avec vous et à la fois je vous déteste parce que j'ai vraiment peur, genre je crois que je vais mourir. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des bons souvenirs, ils me reviennent pas là tout de suite maintenant. Donc finalement, autant au niveau du contenu des cours que au niveau de la vie étudiante, voilà, il y a quelque chose qui est pas forcément ton élément. Alors, quelle est ta réflexion à ce moment-là, genre vers la fin de l'école, de dire mais à quoi tu te destines? Je crois qu'à ce moment-là, j'ai déjà eu cette réflexion quand je suis partie en stage entre ma 3e et ma 4e année. Je suis partie en Nouvelle-Zélande et je voulais pas revenir. J'ai failli pas monter dans l'avion. D'accord. Vraiment parce que c'était hyper pénible pour moi. Mais je me suis dit, je peux pas arrêter maintenant, j'ai rien. J'ai pas de diplôme, Ah, donc tu as été jusqu'à pousser la réflexion, le fait d'interrompre tes études. Oui, et vraiment, je me suis dit, Colline, tu peux pas faire ça. Et mes parents, ils sont extrêmement soutenants et ça a été très facile quand j'ai dit que je voulais arrêter, mais aussi parce que je suis allée au bout de ça. Je pense que ils auraient fini par me soutenir, mais je pense qu'il y aurait eu une grosse discussion, genre, Colline, est-ce que tu te rends bien compte de ce que tu es en train de faire? Et moi-même, je me disais, je peux pas faire ça. Là, je me mets dans une grotte noire parce que, en fait, j'ai aucune autre idée. Tu vois, à l'époque, c'était ça. Mais est-ce que tu réalises qu'en fait, ton diplôme, il peut t'amener à plein de choses différentes à ce moment-là? À l'époque, non, pour moi, on est de la même époque et effectivement, il y a qu'une issue à l'époque. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ouais. Et les autres issues ont l'air, à mes yeux, ennuyeuses à mourir, quoi. C'est-à-dire ISPV, ouais, d'accord. Les trucs un peu classiques, mais en fait, on se rend pas compte que ça peut déboucher sur plein de carrières. Non. Et ce que j'en entends ne me fait pas envie. Et moi, je suis encore en train d'essayer de me faire rentrer dans cette satanée case de je vais être vétérinaire. Une vétérinaire, c'est praticienne. Ouais. Ça aime travailler avec les animaux. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est ça que j'ai fait, je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui était en mode tu tiens et tu vas tester et tu peux pas dire que t'aimes pas tant que t'as pas vraiment fait. Et tout ça, c'est assez inconscient. Je mets de la lumière dessus maintenant, mais à l'époque, j'ai pas une réflexion très poussée. Hein. Ma réflexion, c'est faut que je travaille. Mon travail, c'est vétérinaire. Mon père, il m'a dit allez, hein, maintenant, faut aller gagner des sous. Et j'ai fait mon Dieu, faut que j'aille gagner des sous. Et puis j'ai trouvé un job et je suis allée bosser. Oui, alors tu fais quand même ce qu'on appelait avant un internat privé, ce qu'on appelle aujourd'hui un clinica. Ouais. Donc tu persistes quand même. Pourquoi? Et pourquoi à ce moment-là, finalement, tu te dis pas, je sais pas, je vais aller voir ce qui se passe peut-être côté des médias, dans les labos pharmaceutiques. J'essaie juste de faire une année un peu différente. Parce que j'ai une incapacité à imaginer de quoi est fait une journée de ces personnes-là. Oui, d'accord. Et c'est pour ça que je suis pas devenue ingénieure. C'est qu'en fait, dans mon imaginaire, je ne peux pas concevoir la journée d'une personne qui travaille en laboratoire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et comme j'ai pas accès à cet imaginaire, je peux pas m'imaginer dedans. T'as pas de représentation, non. Donc tu peux pas te projeter. Et donc, si je peux pas me projeter, je vais pas y aller. Et puis ça me fait pas envie. Un truc dont je peux pas me projeter, je me dis juste, oh là là, ça a l'air nul. Alors que pas du tout. Mais c'est ça qui se passe. Et donc, c'est pratique ou rien.
Ok, mais c'est très marrant parce que c'est un peu un des objectifs de ce podcast, c'est de réussir à se projeter dans les métiers différents des vétérinaires. Parce qu'effectivement, moi je me rappelle que les quelques fois où je me suis dit, même si je me destinais vraiment à la pratique équine, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, et si je faisais autre chose, j'avais un manque de représentation effectivement évident. Ouais. Ah oui, clairement, moi j'ai pas assez rencontré de personnes qui étaient capables de m'expliquer ce qu'elles faisaient, de me donner envie, de me donner du sens, de me montrer. J'ai pas eu envie de faire des stages, mais je pense que c'était très très étroit dans ma tête et qu'à cette époque-là, j'étais pas capable d'élargir ma réflexion et j'ai pas fait les rencontres qui ont permis ça, mais je suis très contente de mon parcours in fine aujourd'hui vu ce que j'en ai fait. Mais à l'époque, il y avait pas d'option, quoi. J'étais dans un tunnel et je suivais bien gentiment les rails, tu vois. Non, donc tu persistes, internat privé, canine NAC. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe, que j'avais senti à l'entretien qu'il y avait un des deux patrons avec lesquels ça le ferait pas. Mais je me suis dit, vas-y Colline, c'est quand même des conditions, dans une ville qui a l'air chouette, il y a une amie à toi qui est là-bas, go. C'était un des moins mal payés à l'époque, donc je me disais, c'est parti. J'y vais, c'est tout de suite très dur, très intense, très stressant, et au bout de 1 mois, genre à la date anniversaire de mon embauche, je me fais mordre au visage par un chien. Par un chien. Alors que déjà, il y avait une appréhension des chiens. Ouais, c'est ça. C'était genre, ok. Ça aussi, c'est un grand tabou. Hein. Certains animaux qui nous reviennent plus ou moins. Moi, j'ai pas une affinité avec le chat. Et le chat agressif, j'ai beaucoup de mal. Et je le vivais un peu comme une honte à l'époque de pas être très bien en présence des chats. Et c'est un tabou monumental. Alors qu'on a le droit d'avoir sur un type d'espèce un feeling moyen, voire une appréhension. C'est ça. Bah, moi, c'était carrément une très grosse appréhension qui est devenue un trauma, hein, clairement. Aujourd'hui, je crois. Donc tu l'as pas vu venir. Tu veux que je te raconte le Ouais, le bah détail? oui. C'était un gros chien qui ressemble à un berger polonais. Donc c'est un machin à peu près de la taille d'un border collie avec des longs poils et c'est un peu gris foncé et blanc. Et il venait parce qu'il avait mal au dos. Et en fait, j'étais avec une ASV à ce moment-là. Et il y avait énormément d'agitation dans la salle de prépa. Et je lui dis, on va peut-être attendre avant de lui mettre le caté. Elle me dit, non, vas-y, on le fait maintenant. Bon, bah moi, je venais d'arriver, ça faisait un mois, ok. Donc, je passe derrière le chien, je m'accroupis derrière le chien et je pose juste la main sur sa fesse. Et là, il se tourne, il me bouffe. Sauf que moi, j'ai eu un réflexe de ninja et que j'ai reculé beaucoup. Et donc, il a juste réussi à me choper quelques millimètres de lèvres. Bon, clairement, j'ai cru que j'étais défigurée. Hein. Sur le moment, c'était horrible. Parce que t'as ressenti une douleur très violente. J'ai senti la douleur et puis j'ai bien senti qu'il manquait. Enfin, j'ai senti qu'il m'avait mordu et que. Ouais, puis ça saigne beaucoup. Alors, j'ai eu énormément de chance parce qu'il m'a pas touché l'artère. Donc, en fait, ça saignait pas, mais juste, il m'a arraché un bout de peau et un petit bout de chair. Voilà. Mais du coup, au début, j'ai pété un câble. Hein. Les gens, ils me disaient, enlève ta main, Colline, on veut voir. J'étais là, non! Mais ça saignait pas. En fait, dans mon souvenir, j'ai pas le visage plein de sang. J'ai vraiment eu un réflexe de ninja. Aujourd'hui, je me remercie de ce mouvement de recul, de l'espace que j'ai fait, quoi. Et voilà. Et je suis emmenée tout de suite chez un chirurgien esthétique. Parce que un des vétos, il connaissait. Ouais, et puis surtout, un des vétos, il connaissait un chirurgien esthétique. Donc, il a fait, allô, je peux t'emmener mon interne? Sachant que l'autre, l'ASV qui s'occupait du chien, elle a voulu le tarter parce qu'il m'avait fait mal et qu'elle s'est fait mordre aussi, tu vois. Bim, bam. Ah oui, carton plein pour le chien. Sachant que les gens n'avaient pas prévenu qu'il était mordeur, évidemment. Et mais il est très gentil, c'est juste qu'il aime pas trop le veto. Ouais, et puis ils ont pas été désolés. Enfin, ça a été pas très cool. Donc moi, je me retrouve avec des points de suture, à revenir après au travail en ayant extrêmement peur. Et en fait, au bout de 4 mois d'internat, je leur dis ça va pas le faire. Donc là, tu te fais violence quand t'as des chiens, en fait. Ouais, je me fais violence quand j'ai des chiens, et puis je me fais violence pour venir tout court parce que on n'avait pas la même vision de ce que c'est de la pédagogie. Et moi, j'ai besoin, et j'avais dit, j'ai pas confiance en moi, surtout en chirurgie, ça me fait très peur. Pas de problème, on va t'apprendre. Il m'apprenait des techniques où il faut taper fort sur le clamp pour traverser la paroi abdominale de la chatte sur le flanc pour faire que par un côté. Enfin, des trucs déjà où moi j'étais là, mais là, si je tape vraiment fort, je transperce le chat. Enfin, genre, je vais la tuer, c'est pas possible. Et puis, t'es sûr que tu vas couper ça? Bah non. Bah du coup, je pose les affaires, je pars en pleurant. Parce que, moi, j'étais extrêmement stressée, j'avais pas du tout confiance en moi sur ces choses-là. Et leur méthode pédagogique m'ont juste poussée à dire je déteste. Donc j'ai fait 2 mois de plus
en mode je vous rends service parce que du coup je vais jusqu'au bout de la prochaine promo qui sort pour que vous puissiez facilement trouver quelqu'un. Il poussait pour que je fasse l'été. Donc t'as quand même une capacité à te faire violence et à faire... Non mais c'est vrai. C'est horrible dit comme ça. Non mais c'est vrai, t'as quand même une capacité à c'est une forme, je sais pas si c'est une forme de résilience mais c'est parce qu'en fait t'es pas bien, donc le résilience c'est plutôt le côté positif, mais en fait t'as quand même une capacité à t'obliger à aller loin, ce qui peut avoir d'ailleurs des effets néfastes quand on va trop loin. C'est ça. Mais après ça, c'était très très contente de partir. C'était libération quoi, genre. Et moi j'avais envie de mourir à ce moment-là. Enfin vraiment, j'étais au bout de ma vie. Je me disais mais si je continue ce truc 1 an, je suis pas sûre que j'en finis vivante. C'était horrible quoi. Les gardes ça me stressait, les personnes me stressaient. Enfin. Oui puis en fait en mine de rien, t'es à plus de 5 ans de quelque chose où il y a un gap d'adaptation entre ce qu'on te propose et ce que toi tu peux faire. Donc t'en es à 5 ans, donc tu cumules en fait. C'est ça. Ouais. Et quelle est ta réflexion à ce moment-là, puisque il faut bien que t'es sur le marché du travail. Comment tu vois la suite et comment t'orientes tes recherches? Alors c'est marrant parce que tu emploies le terme réflexion. Je crois pas que je réfléchis beaucoup à cette époque. Je me dis de toute façon faut continuer. Faut continuer. Ouais, c'est dingue. Continuer veto. Et heureusement, je suis tombée sur 2 autres hommes, mais qui eux ont été des pépites, qui ont tout de suite vu tout ce que j'avais appris sur cet internat que je voyais pas, qui ont été très encourageants, très rassurants. Des patrons, praticiens. Et j'ai fait 2 semaines de remplat pour eux, et après j'y suis retournée d'autres fois, mais eux ils m'ont montré que ça pouvait être autrement, et ça m'a donné goût à me dire en fait je sais faire des trucs. En fait, c'est pas toutes les réponses sont pas bonnes ou pas assez rapides ou tu sais pas encore ça. Enfin, franchement, quand je faisais l'internat privé, il y avait vraiment trop de moments où j'avais peur de me faire allumer parce que j'avais pas la réponse et que, c'était compliqué. Tu bossais dans quelle région là quand t'étais chez ces patrons en remplaçant? En Alsace. En Alsace, d'accord, ok. Et donc, tu pars sur du remplat. Pourquoi du remplat? C'est particulier quand même comme mode de vie. Parce que à l'époque, c'est pas si facile que ça de trouver des postes pérennes. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'était une autre époque, c'était la même que la mienne. Je suis sortie en 2011 et c'était pas si facile de trouver des CDI. Tout à fait. C'est clair. Et en plus, je crois que moi, j'avais pas envie d'appartenir à une équipe et d'être en mode je m'installe quelque part. À mon avis, honnêtement, il y a une part de moi qui savait que c'était pas pour moi. Et du coup, me mettre dans une équipe, un CDI, un truc où je suis engagée, où je commence à avoir la clientèle qui s'attache à moi et tout, c'était niette. Donc moi, ce qui me plaisait dans le remplat, c'était que j'étais très utile, j'étais très appréciée, parce que je faisais du remplat de vacances, je faisais du remplat pour que les vétos ils aient leur journée de repos, ce genre de choses. Oui, il doit y arriver un peu comme le soulagement. Exactement. D'accord. Donc ça te renvoyait une image assez positive. Oui, voilà. D'accord. Et puis moi, ça m'allait très bien d'avoir beaucoup de semaines où je travaillais pas. Oui, vu que j'aimais pas ça. C'est l'avantage du remplat. Franchement, je gagnais assez d'argent et ça m'arrangeait vraiment d'avoir plein de moments où je travaillais pas. Oui, parce que tu avais le CDD avec les 10% à la fin et tu pouvais prendre des jours. Et c'est des remplats, on parle de remplats courts, longs? Majoritairement, alors j'ai fait, j'ai trouvé des cliniques qui se connaissaient et qui étaient dans le même tour de garde et qui se sont dit super, on a une personne qui va nous faire tel jour de repos et qui va pendant nos vacances faire tant de vacances par an pour toi, tant de semaines par an pour toi, etc. Et donc à 3, ils m'avaient proposé un contrat qui me faisait 70-80%. Donc j'ai fait ça. Donc tu vois, c'était des remplats court terme, mais répétitifs. Et répétitifs, ce qui est confortable. Ouais. Tu changeais pas de région. Du coup, t'étais pas dans toute la France à te balader. D'accord. Okay. Alors j'ai quand même à un moment où j'avais rien eu l'idée d'aller faire un remplat où j'étais toute seule veto avec garde. Alors que je déteste ça à Caen. Et je me suis retrouvée à faire ma seule torsion d'estomac toute seule dans une clinique que je connaissais pas le premier soir. C'était l'enfer. Mais heureusement, c'était pas tordu, c'était juste gonflé. Mais je revois ces gens qui m'appellent et je me suis dit oh là là, en plus c'était un Rottweiler, je sais plus combien de kilos, enfin bref. Le bonheur. Mais parce donc, que la région dans laquelle tu tournais, c'était L'Alsace. L'Alsace, d'accord. Donc en fait, tu avais quand même une vie en Alsace. Ok. Ouais, okay. Exactement. Sauf cet intermède à Rouen. À Caen. À Caen. Pardon. Oui, je suis allée faire 2 semaines à Caen comme ça. Bon, des fois j'ai eu des idées un peu saugrenues, mais c'est pas grave. Et comment t'as atterri en Angleterre du coup? Alors l'Angleterre, c'était pas l'Angleterre le rêve, mais depuis que j'avais 18 ans, je pense que j'avais très envie d'aller vivre à l'étranger.
Et vraiment, ça faisait partie des choses dans ma vie où je me disais, je veux faire ça un jour. Je veux partir vivre dans un autre pays. Et à mon époque, encore, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans, mais il n'y avait pas encore d'Erasmus anglophone. Ouais, tout à fait. Mon allemand était extrêmement mauvais, malgré 9 ans de première langue. Espagnol, allemand. Il y avait espagnol et allemand. Un peu d'italien, moi. Et ouais, voilà, mais bon, je parlais ni espagnol, ni italien, et mon allemand était vraiment mauvais. Moi, j'aurais rêvé d'aller faire l'Irlande, l'Angleterre en Erasmus, et je pense que je l'aurais tenté. Et du coup, j'avais cette envie-là. Un jour, je pars à Londres avec une amie pour un week-end prolongé, et là, je me dis, ok, l'année prochaine, je suis là. Ah oui, d'accord. T'as un coup de cœur pour Londres. Ouais, j'ai un coup de cœur pour Londres. Vraiment. C'est-à-dire que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les gens, j'ai adoré la liberté vestimentaire, j'ai adoré ces pubs où les gens se retrouvent et ils sont debout dehors, j'ai adoré la beauté des lieux. Enfin, je me suis dit, ok, et l'anglais, je maîtrise. Et dans ma tête, c'était, j'ai assez d'expérience pour pouvoir trouver du travail. D'accord, oui. Parce que je me disais, je vais pas me pointer, je voulais pas en sortie d'école me pointer dans un pays où je suis pas bilingue et où j'ai zéro expérience. J'avais trop peur que ce soit galère. Alors que là, je me disais, en fait, j'ai déjà fait beaucoup de remplats, donc j'ai été beaucoup seule. Moi, j'ai beaucoup tu te sentais autonome. Toute seule. Je me disais, j'étais pas du tout autonome. En tout cas, tu pouvais compenser le petit problème de langue, enfin le tout petit, ouais, je vois. Et puis ça a rapidement été compensé parce que moi j'ai des grandes facilités sur l'anglais et aujourd'hui je parle anglais couramment. D'accord. Donc voilà, je suis partie en Angleterre. Donc sur du remplat aussi. Ouais, je suis repartie sur du remplat. Et t'es restée combien de temps en Angleterre? 3 ans. Ah oui, quand même. 3 ans, d'accord. Ouais. Ah, que des remplats, comment t'as géré cette partie-là? J'ai refait la même stratégie. Je sentais toujours que c'était pas pour moi. J'ai découvert les groupes là-bas et j'en ai pas eu une très bonne image. D'accord. Je sentais l'effet pion. On me prend et on me met où on veut. Ça m'est arrivé d'arriver dans une clinique et que j'arrive à la clinique le matin et là je reçois un appel au moment où j'allais passer la porte. On me dit finalement c'est pas là que tu vas. D'accord, vous êtes sérieux. Donc là, je viens de faire 45 minutes de route et vous me dites que c'est pas dans cette clinique que je travaille aujourd'hui et vous me le dites là, maintenant, alors que j'ai des consultes qui m'attendent. Ouais. Et c'est parce que ça les arrangeait. Voilà. Et aujourd'hui, je vois les bénéfices des groupes, même s'il y a des inconvénients comme l'indépendance, tu vois. Mais à l'époque, vraiment, je les haïssais profondément. C'était terrible pour moi et le droit des salariés en Angleterre est quand même très particulier. J'ai dû payer pour pouvoir partir. Ouais, parce qu'ils avaient payé pour me recruter. Et donc, j'ai accepté de faire 3 mois de période de préavis, mais pas 6, parce que j'étais au bout de ma vie dans ce groupe, je détestais. Et ils m'ont dit, OK, mais du coup, tu vas quand même nous rembourser ça. Et plusieurs milliers de pounds. D'accord. Tu vois, et j'étais là. Oui, c'est pas le même droit du travail, en fait. Alors, qui c'est que j'appelle pour vérifier qu'ils sont dans la légalité? Personne. Je leur donne leur argent et je pars. Il y a moins de protection des salariés, peut-être. Beaucoup moins. Après, je sais pas si je me suis fait avoir, honnêtement, mais aujourd'hui, je m'en fous. Oui, t'es pas allé vérifier, Non. Oui, d'accord. Et la vie en Angleterre te comble quand même? C'est-à-dire que cette approche que tu avais eue de Londres, c'est confirmé? Eh ben ouais, j'ai adoré Londres. J'y ai vécu en étant très très loin. Londres, c'est extrêmement étendu et Londres, c'est comme toutes les capitales, c'est extrêmement cher. Beaucoup plus cher que Paris d'ailleurs. Ouais. Et du coup, les colocs que j'ai visités qui étaient un peu plus proches du centre, c'est hors budget ou c'est moquette, sol, mur, plafond, cuvette des toilettes. C'est trop marrant. Tous mes amis vétos qu'on bosse en Angleterre, ils te sortent cette histoire de la moquette jusque dans les escaliers, tu te rends compte? Oui, mais en fait, c'est un problème. Et moi, je suis allergique aux acariens. Donc, si tu veux, la moquette partout, c'est juste une angoisse. En plus, ça pue. Enfin bon, horrible. Mais j'ai trouvé des logements qui étaient à l'extérieur, donc j'en ai profité. Après, je peux pas dire que ça m'a comblée parce que j'avais quand même un mal-être que je me traînais, parce que la façon dont tu l'as dit, c'était intéressant. Ça faisait 5 ans que je me forçais à l'école, ça faisait 3 ans que je me forçais en France et ça faisait encore. T'as embarqué ça en Angleterre. Et je me forçais tous les jours pour faire un métier dans lequel je me sentais pas épanouie, dans lequel je me sentais pas à ma place. Donc, il y a énormément de choses que j'ai kiffé en Angleterre et en même temps, petit à petit, je continuais de sombrer tranquillement dans mon gouffre de mais quelle vie je suis en train de me construire, j'aime pas. Et pourtant, j'ai été amoureuse, j'ai vécu avec un Anglais, je l'ai rencontré dans un bar hyper romantique, plein de trucs où ça a été super. Mais après, ça aussi, c'est parti en cacahuète et vraiment, ma vie en Angleterre a pas été une vie très épanouissante. Mais c'est pas l'Angleterre le problème, c'était moi qui étais très mal. Et j'en garde des très bons souvenirs de certains replats où j'étais au fin fond dans la campagne, où je suis allée du coup voir des trucs trop chouettes que je serais pas du tout allée voir si en tourisme j'y serais jamais allée, mais parce que je faisais un replat là-bas, j'ai eu des super moments. Et alors ce déclic, à quel moment il intervient? Ce déclic de dire mais je me force. Enfin, comment ça arrive dans ta tête? Comment ça arrive? Je fais une crise de la trentaine.
très classique. J'ai 31 ans, je n'aime plus du tout l'homme avec lequel je vis. Et donc je décide de me séparer parce que je me dis vraiment là j'ai tout donné et je peux plus le voir en peinture et c'est plus possible. Et je me dis mais est-ce que si j'avais les meilleures conditions professionnelles possibles, je ferais quand même veto. J'imaginais la clinique où je faisais majoritairement du chat et que j'avais que des animaux hyper sympas, que des gens qui payent, des infirmières hyper compétentes, on dit infirmières en Angleterre, des infirmières hyper compétentes qui me tiennent super bien les animaux, je me sens tout le temps en sécurité. Et là, je me dis, ben, ça fait pas waouh. Ouais, donc là, tu prends conscience. Voilà. Et là, je me dis, ok, j'arrête. Et c'est bon. En fait, je pense qu'il y a vraiment ça qui se passe pour moi, c'est bon, j'ai assez donné. Ouais. Je pense que là, avec 6 ans d'expérience, même s'il y a eu plein de remplats et que du coup ça fait plutôt 5, je peux dire que j'ai testé. Et que t'as eu pas besoin d'aller très loin pour te convaincre que en Ouais. fait c'était pas pour toi. Ouais. Mais là t'étais sûre parce que t'avais 6 ans. Ouais. Et c'était la sensation de soulagement la plus intense que j'ai ressentie de ma vie. Ouais, donc c'est que c'est la bonne décision. Ah ouais, moi j'avais, depuis, les gens ils me disent, ah, t'es sûre, tu regrettes pas? Non, mais t'as aucune idée du poids qui s'est levé de mon ventre et de mes épaules et de ma gorge le jour où j'ai dit, j'arrête. Et t'étais encore en Angleterre là? Ouais, j'étais encore en Angleterre et je faisais un remplat depuis 1 an. J'ai fait un remplat longue durée là-bas, ça s'appelle comme ça, mais j'ai fait ça pendant 1 an et comme j'étais à mon compte, je faisais ce que je voulais. J'aurais pu leur dire du jour au lendemain, vous me revoyez pas la semaine prochaine. J'ai choisi pour me respecter de la jouer un peu plus pro en disant je vous fais 2 mois de préavis. Mais c'était les 2 mois horriblement longs parce que moi, une fois que je sais que ça va se terminer, je suis pas du genre à me dire ça va, je sais que ça se termine. Je suis du genre à me dire mais du coup, je suis sûre que je veux plus être là en fait. Donc, genre chaque journée était très longue, difficile. Mais j'ai trouvé des moyens, j'ai transmis beaucoup. J'avais des jeunes vétos qui prenaient la relève et du coup, je me faisais plaisir à transmettre, à montrer, à expliquer les trucs importants qui m'avaient aidé. Donc ça, c'était chouette. Mais j'étais juste contente que ça se termine. Ça a été la libération. Tu te rappelles de ta dernière consulte? Alors, je me rappelle d'une des toutes dernières, qui était pas la dernière, mais c'était lunaire, c'était un samedi matin. On m'amène un hamster en dyspnée. Et là, j'étais là. Ah, moi, je suis spécialiste NOx, ça va être super. Donc déjà, on va le mettre sous oxygène. Je vais vous laisser là. On va voir dans 10 minutes, je reviens, je vois où il en est et tout. Et je vais chercher les doses de buprenorphine. Parce que je me dis... je le mets sous oxygène. Il se déplaçait, il marchait, il avait l'air d'avoir rien de cassé. Je l'ai touché, autant de dire un hamster, je sens rien, je sais pas quoi il faut regarder. Je trouve la dose de buprenorphine, je reviens, je lui fais de la buprenorphine. J'avais que l'adolescente, qui avait peut-être 17-18 ans, mais j'avais pas les parents. Oui, j'avais que une jeune avec son mec, qui était en larmes pour son hamster. Heureusement, j'avais une infirmière qui gérait hyper bien les gens à ce moment-là, parce que moi, je faisais des allers-retours entre elle et les autres consultes. Les autres, ouais. Et je reviens quelques minutes après avoir fini une consulte, et là, le hamster, il court partout, il est sur elle, tout va bien. Et là, je me dis, ça va être un petit miracle. Et la maman est là, et la fille, elle est trop heureuse, tu vois. Et je lui dis, on est bien d'accord que j'ai juste donné un antidouleur, et qu'il y a de très fortes chances que ça soit purement symptomatique, mais qu'il va probablement pas aller bien, le hamster. Elle me dit, oui, je sais, merci. C'est genre, vous avez rassuré ma fille et tout, c'est bien. Mais du coup, j'ai fini par un petit miracle. Ouais, c'est cool. C'est sympa, ouais. Et tu sais, c'est sa dernière consulte, tu te rends compte que c'est la dernière? Ou tu refuses de le mentaliser, ça? Ah non, je pense que je suis en mode, ça y est, je rentre chez moi. Ouais, mais donc tu le sais. Tu le sais, et il y a ce soulagement, c'est vraiment très clair, quoi. Oui. À ce moment-là, c'est limpide. Ça fait des années que c'est pas limpide, mais là, ça l'est. Ouais, et dis-toi que, acte manqué, j'ai oublié mon stéthoscope. Ah oui, d'accord. Genre, et je l'ai jamais récupéré, j'ai jamais demandé qu'on me le renvoie, c'est bon. Ouais, d'accord. Ouais, c'est hyper clair, hyper clair. Terminé. Donc, c'est quoi l'étape d'après? Parce que là, tu abandonnes des années d'acharnement dans quelque chose qui n'était pas fait pour toi, mais il faut trouver autre chose, il faut se relever de tout ça. Ouais, j'y avais beaucoup réfléchi pendant 6 ans, vu que je savais que ça me plaisait pas ce que je faisais. J'avais eu 1000 idées. Mais des idées saugrenues, des idées plutôt bonnes, des idées, mais voilà. Donc, j'en étais pas à mon coup d'essai de now what, tu vois. Je me disais, j'avais déjà réfléchi. Je me suis dit, déjà, je vais commencer par voyager. Je rêvais de faire, ouais. Et puis moi, je rêvais de faire plusieurs mois à l'étranger, un petit tour pas du monde, mais j'ai fait un tour d'Asie du Sud-Est. Et j'ai kiffé, quoi. Toute seule? Ah ouais. Et combien de temps? 4 mois et demi. D'accord.
Voilà, donc j'ai fait ça. Pendant 4 mois et demi, j'ai laissé réfléchir, j'ai rencontré plein de gens, j'ai un peu parlé de mon parcours. Et petit à petit, ce qui s'est imposé, c'était, non mais moi, ce que je kiffe par rapport à énormément de vétos praticiens, praticiennes, c'est parler avec les gens. En fait, là où j'entends plein de gens dire « Ah, j'en peux plus des gens, gna 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 », moi j'adore ça. Moi, ça me fait kiffer. Je préfère faire un examen clinique extrêmement rapide, filer l'animal derrière aux infirmières et dire « Vous me faites ci, ça », et prendre le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe, voir comment ils se sentent, etc., plutôt qu'aller m'occuper de l'animal en hospice et tout. Là, je me suis dit, c'est un indice. Oui, c'est un indice. Et j'ai réfléchi à faire des études de psycho, et je me suis dit « Ah non, rejet de l'universitaire, genre... » Ouais, refaire des études, trop dur, quoi. Ah non, refaire J'en ai fait 5 ans d'études, ouais. Trop dur. Et puis, comment je vais avoir des sous en attendant? Enfin, tu vois, déjà, j'ai eu énormément de chance que ça s'est très très bien passé avec Pôle emploi, maintenant France Compétences, mais genre, je suis arrivée, j'ai fait ma démarche en ligne, ils m'ont donné les sous. J'étais là, oh mon Dieu, ça n'a jamais été aussi facile, c'est extraordinaire. Donc, je savais que j'étais tranquille pour 1 an et demi, mais voilà, je pouvais pas non plus oui, bien sûr, il fallait bien faire bouillir la marmite, quoi. Voilà, j'aurais pu demander à mes parents, qui m'ont d'ailleurs accueilli à bras ouverts pour que je puisse rentrer, et j'ai eu énormément de chance sur ça. Mais je réfléchis, j'en parle beaucoup avec mes parents, notamment parce que je vis chez eux. Et ma mère, elle me dit « Ah, mais j'ai une de mes patientes qui a fait du coaching. Tu parles d'aider les gens, tu parles de psycho et tout, est-ce que tu connais ?» Et je connais pas. Et je me dis « Ah, bah c'est quoi l'école qu'elle a faite et tout, vas-y, ça m'intéresse. » Je cherche du coup le nom de cette école, je vais les rencontrer et je me dis « Ok, j'en rencontre une autre, j'aime pas l'attitude de la personne que je rencontre. » Et je me dis « C'est parti. » Je fais du coaching et je cherche même pas à me le faire financer, rien du tout. J'ai peut-être fait un mail à Pôle emploi qui m'a dit « Vous êtes surdiplômé, on vous payera jamais ça. » Merci, c'est pas grave. C'est un gros billet, l'école de coaching. Mais je me dis, c'est bon. Quand tu dis c'est un gros billet, ça coûte combien? Un peu plus de 9 000 €. Ouais, donc c'est vraiment une somme conséquente. Ouais, mais j'avais mis des sous de côté et dans ma tête, c'est ça. C'est bon, en fait. Et ça dure combien de temps? C'est 15 mois. 15 mois, d'accord. Voilà. Et c'est meilleure décision de ma vie. Alors qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu découvres? Comment ça s'organise ce type d'école? C'est où déjà? Tu peux peut-être donner le nom? À Grenoble. Ouais, c'était l'école, elle s'appelle Didascalis. Aujourd'hui, ça a été transféré à l'ECAALA et c'est une franchise qui s'appelle Coach & Team, qui a plus de 30 ans d'existence, qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Vincent Lénart, qui est psychologue de profession au départ et du coup qui est devenu aussi coach professionnel. C'est une école de coaching qui s'adresse aux personnes qui vont intervenir en milieu professionnel. D'accord. Et c'était moi exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire que moi, je voulais intervenir auprès du monde veto. J'y allais avec ce projet de j'ai vu tellement de vétos en souffrance. J'ai vu tellement de gens dans cette profession pas bien alors qu'ils adorent ça. Moi, je sais pourquoi je suis pas bien, j'aime pas ça. Mais vous aimez ça et vous êtes pas bien. Mais je vais vous aider en fait. Parce que je vous comprends, j'étais à côté de vous. Oui, c'est vrai que c'est presque pire en fait quand tu sais que tu aimes la pratique, mais en fait t'es pas à ta place, t'es pas bien. Ouais. Intellectuellement c'est encore plus compliqué, je pense, à gérer. C'est ça, parce que le quitter c'est un déchirement, alors que moi le quitter c'était un soulagement. Ouais. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais t'as raison. Ouais. En tout cas, c'est une manière de le regarder. Et moi je m'étais dit ok, mais ces gens-là ils ont besoin d'aide quoi. Il y a vraiment des choses à faire. Et après j'apprends. Comment résumer ce que j'apprends? T'apprends à observer les relations humaines. T'apprends à écouter quelqu'un et à identifier dans ce que la personne te dit où sont les vrais problèmes. T'apprends à identifier quand elle blablate ou quand tu dis non mais en fait, à mon avis, vu ce que tu me racontes, là, il faut qu'on aille regarder. Oui, t'as pas envie, hein. Oui, je sais, mais parce que c'est là que ça te fait mal. Mais en fait, c'est là qu'on va aller regarder. T'apprends en fait à faire un examen clinique, mais de la pensée. Tu vois, genre tu poses des questions, tu explores, etc. Et petit à petit, tu captes il est où le souci. Et si la personne est d'accord, et ça c'est un truc que j'adore dans le coaching, c'est que si la personne elle est d'accord, alors tu vas le régler. Il y a vraiment cette notion-là de contrat qu'il n'y a pas en thérapie, ou en tout cas pas dans toutes les thérapies, je les connais pas toutes, où tu vérifies avec la personne qu'elle est d'accord d'aller faire quelque chose sur ce que tu viens d'identifier. Et tu lui proposes une manière de faire. Et ça, c'est extraordinaire. Et à l'époque, je me dis, je vais faire que de l'individuel, l'équipe et l'organisation, c'est pas pour moi, c'est trop complexe. J'arrive pas, encore une fois, à me projeter dans ce que c'est une coach d'équipe. Et aujourd'hui, je fais aussi de l'accompagnement en équipe et j'adore ça. Mais à l'époque, je me dis, ce sera que de l'individu. D'accord. Et au bout de combien de temps tu te dis, mais c'est fait pour moi ce truc, en fait?
À l'école, je parle. Je me souviens pas si je me dis ça vraiment à l'école, parce que je pense que je me le dis très très rapidement quand on m'explique ce que c'est le métier de coach. Ouais. Et même si j'ai énormément de mal à en parler autour de moi, je me souviens de conversations où les gens ils me disent « Mais c'est quoi le coaching ?» Et je suis là « Voilà, t'as compris ?» Non, mais moi non plus, mais je sais que c'est génial. À l'époque, je savais pas l'expliquer. Mais je sens rapidement que aider l'humain, c'est ça, en fait. Et pas aider l'humain dans sa chair, aider l'humain dans son esprit. Alors, il y a un lien avec le corps, mais tu vois, c'est pas de la maladie physique avec c'est des tout à trucs fait purulents différent. et tout. Voilà. Et il y aura pas de soins physiques qui m'éclataient pas du tout, en fait. Il y aura de la compréhension de comment un humain fonctionne dans sa physiologie un peu par rapport au stress, aux émotions, mais beaucoup dans la construction de sa pensée, de son identité. Et ça, c'est extraordinaire pour moi. Ouais. Ça se voit. On voit pas parce qu'on est en podcast, mais il y a les petits yeux qui brillent. Ouais. Et quand tu sors de l'école, là, il faut que tu t'installes. Comment tu gères cette installation? Et puis en quoi consiste ton métier aujourd'hui? Alors, moi, je m'installe avant de sortir de l'école. Ouais, ok. On est sur une profession qui n'est pas réglementée. Ouais, tout et à du fait. coup, j'ai le droit. Évidemment, j'en discute avec mes formatrices parce que j'ai besoin de me sentir suffisamment légitime et elles nous expliquent bien que, selon elles, à partir de tel module, c'est OK, etc. Je suis renforcée là-dedans. Et moi, comme je vois mes droits Pôle emploi qui arrive à la fin, chômage qui arrive à la fin. Je me dis, OK, donc à partir de tel mois, il faut que je gagne de l'argent. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du mois de mars 2021, il fallait que je commence à rentrer des sous. Je me refuse l'idée de galérer avec des personnes qui me payent 80 € de l'heure pendant plusieurs années. Ouais. Pour moi, ça, c'est un non catégorique. Donc, je me renseigne et je trouve des personnes dont c'est le métier d'aider des coachs et des thérapeutes à se lancer. D'accord, ok. Ça existe. Maintenant, il y en a des milliers. D'ailleurs, ça fait des débats parce qu'il y a des coachs de coachs. Mais en fait, on a besoin de personnes qui savent nous aider à donner envie aux personnes d'acheter notre service. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. C'était encore un très gros investissement financier. C'était un gros investissement en termes de temps. Mais du coup, ma première cliente, elle signe un tout petit peu avant le début du mois de mars 2021. Donc finalement, nickel pour ton plan économique puisque tu arrivais à la fin de tes droits. Quoi. Exactement. Nickel pour mon plan économique, sachant que moi, je suis diplômée certifiée qu'en juillet. Mais je me sens suffisamment compétente, suffisamment outillée, parce que ça, c'est un truc que j'ai adoré dans cette école. Ils passent beaucoup de temps à nous dire qu'on est compétente et compétent. Et à nous expliquer en quoi on l'est. Parce qu'en fait, du moment que tu es dans un métier d'accompagnement, que tu es dans manager, etc., tu as énormément de compétences avec l'humain. Et du coup, je me sens suffisamment compétente, même si après, j'ai eu envie de beaucoup m'améliorer, parce que je voyais bien qu'il y avait des choses sur lesquelles je me retrouvais un peu bloquée et je n'avais pas l'impression de faire le mieux pour la personne. Mais déjà, à cette époque-là, je me sens compétente et je me lance et je crée un programme. Tu me demandais à quoi ça consiste. Oui. Moi-même, j'ai suivi un programme par une Américaine qui aide les vétos aux États-Unis. Et je la contacte en lui disant « Coucou, tu vas peut-être me trouver un petit peu too much, parce que les Anglais, ils me trouvaient too much. Mais je le tente quand même. Je veux faire exactement ce que tu fais, mais en France. Du coup, il n'y a pas de concurrence. Ouais. Est-ce que tu veux bien m'aider ?» Et elle me dit « Awesome, amazing, trop génial. » Les Américains, quoi. Américaine. Et on se contacte. Voilà, c'est amazing. Et en fait, elle me dit « Mais trop génial ton projet. Le mieux que je puisse te proposer, c'est que tu participes à mon programme. Comme ça, tu vois ce que je fais. Et puis toi, tu peux le reproduire en France. » Je dis « banco. » Par contre, ça coûte combien ? Parce que j'avais peur. Parce que tu avais déjà payé l'école, le coaching. Ouais. Alors moi, pour le coup, dans l'entrepreneuriat, investir de l'argent, j'ai très vite réussi à faire ça. Il n'y avait pas de problème. Pas de problème. Ouais, genre, allez-y, prenez mon argent. Je suis sûre que ça va m'aider. Et avec elle, je me suis dit, par contre, il y a des billets que je suis pas prête à sortir. Et elle était américaine. Et je me disais, oh là là, je vois ce que tu veux dire. $. Et en fait, c'était genre $1 500 à peine. Donc, tout à fait accessible. Ah bah, c'était 10 fois moins. Honnêtement, c'était divisé par 10 que ce que je m'attendais. Donc, j'ai dit oui. Et là, je me lance dans le programme et je propose... je me suis lancée dedans avant d'avoir ma première cliente. Hein. Mais du coup, je me lance dans le programme. Il y avait des vidéos, il y avait des séances de coaching et je me dis, je refais pareil. Je m'inspire de ces vidéos, je les remets à ma sauce, je crée des vidéos et je dis aux personnes, le programme, il est en lancement, donc il est moins cher, il est sur mesure et le but, c'est que vous gagnez en sérénité et en plaisir dans votre travail. Et si vous vous reconnaissez dans tel problème, je suis la bonne personne pour vous accompagner.
D'accord. Et c'est parti. Et il y a des personnes qui me font confiance. Et là, je me dis, oh putain, c'est parti. Il y a vraiment des gens qui se disent, ouais, Colline, elle va m'aider. Et puis, elles ont été très, très contentes de ce qu'on a fait ensemble, tu vois. Mais au début... donc ça a commencé très vite, en fait. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de choisir une niche métier auquel j'appartiens. Et du coup, j'avais accès à tous les groupes. J'avais un réseau. J'avais un réseau. J'avais déjà donc des amis veto sur Facebook. Et pour faire plaisir à l'algorithme, alors oui, peut-être que je le dis, mais moi, j'ai lancé mon business sur Facebook. J'avais mon profil et c'était une des stratégies qui nous expliquait, c'est tu prends ton profil, tu le nettoies de toutes les photos un peu honteuses ou quoi, de 2-3 trucs si jamais tu fais un profil un peu pro, en fait. Voilà. Et après, tu ajoutes des amis sur Facebook qui rentrent dans ta cible. Et s'il y a des groupes où tu retrouves ta cible, tu vas publier sur ces groupes ton parcours et les personnes qui réagissent, tu vas leur parler, etc. J'ai fait ça. J'ai fait exactement ça. Et du coup, il y a eu rapidement des personnes qui m'ont contacté ou qui ont répondu quand moi je les contactais et qui ont dit, OK, c'est parti. Depuis, j'ai complètement arrêté de faire ça parce que c'était très borderline pour moi en termes d'éthique. Ouais. Parce que c'est pas du démarchage, mais quand même un peu derrière, c'est le but. Et tu l'as utilisé pour te lancer et maintenant tu fais autrement. Voilà. Et honnêtement, je me suis fait retoquer par une personne et je l'ai très très mal vécu. Ça m'a mis down pendant 1 mois. Mais au final, je me dis, mais tant mieux parce que j'étais pas tout à fait alignée avec moi-même de faire ça alors que vous dites bien que vous voulez pas qu'on le fasse. Mais comme je le faisais de manière détournée, eux, ils disaient ça, non, mais ça va, c'est pas vraiment ce que vous faites. Preuve en est que si, vu qu'ils trouvent que c'est ça qu'on fait. Bref, mais ça c'est... Moi, j'ai eu la chance que ça démarre très vite. Je connais des personnes qui galèrent pendant des mois et en fait, j'ai beaucoup travaillé. C'est pas que de la chance. Mais je suis tombée vraiment sur la meilleure première cliente possible. Qui t'a donné confiance en toi. Ouais, et puis qui a tout de suite fait des choses qui auraient pu m'impressionner, mais avec énormément de douceur. Et du coup, c'était cool. Elle m'a fait un mail extrêmement long après avoir dit oui, en me disant j'ai hyper confiance en toi, mais alors j'ai peur sur ça, mais j'ai hyper confiance en toi. Ok, du coup, ça va aller, parce que c'est normal que t'aies peur. Mais au début, j'aurais reçu un mail comme ça d'une personne qui me disait finalement j'hésite et qui me disait tout ce dont elle avait peur. J'aurais peut-être dit bon, c'est pas grave, on le fait pas. Va faire du psy. Ouais, je vois. Ouais. Et tu m'as dit quand on a préparé cette interview qu'aujourd'hui tu avais un programme femmes et un programme jeunes veto. Oui. Pourquoi c'est intéressant de séparer ces deux profils ou de les identifier à part? Alors, le programme femmes, c'est le premier que j'ai créé, Femmes vétérinaires épanouies. Et c'était pour moi, à cette époque-là, pas envisageable d'accompagner des hommes. J'avais une relation avec les hommes qui était pas du tout assez facile, assez simple, assez fluide pour que j'ai envie de les accompagner. Je me sentais pas suffisamment à l'aise. Aujourd'hui, c'est terminé, j'ai eu plusieurs clients et ça va très bien et j'adore. Mais à cette époque-là, c'était quand même il y a 3 ans et demi. Tu te sentais pas à l'aise ou pas légitime face à des hommes? Non, pas à l'aise. Je trouvais qu'il y avait trop rapidement de la séduction qui pouvait être instaurée par moi-même. C'était pas toujours les hommes. Mais je trouvais qu'il y avait trop rapidement... j'avais plein de problèmes dans mes relations, dans ma façon de relationner. J'ai eu quand même, dans mes patrons avec lesquels ça s'est très mal passé, que des hommes. Donc je pense que j'avais un biais à cet endroit-là qui était en mode les vétos hommes, j'ai pas du tout envie de les voir. Donc voilà, et j'ai fait du chemin aujourd'hui, mais à cette époque-là. Et puis il y avait quelque chose de sororité. C'était une manière pour moi de faire du militantisme, même si j'arrive pas à en faire autant que je voudrais, ou c'est un endroit où je suis pas très à l'aise, mais voilà, je me disais je me positionne comme une personne qui accompagne les femmes, et ça me plaisait aussi. Ouais. Et après, j'ai eu l'idée d'accompagner les jeunes vétos parce que je me suis revue dans mes jeunes années, parce que j'avais des vétos très jeunes qui me contactaient et je me disais, les problèmes sont pas tout à fait les mêmes. Et en fait, j'ai vraiment à cœur que des personnes qui sont passionnées par ce métier et qui se lancent et qui ont des soucis de confiance, des soucis de communication, des soucis de légitimité, qu'elles aient un petit tremplin, c'est pour ça que j'ai appelé ça VET tremplin, qui les aide à plus rapidement prendre confiance. Et à, du coup, plus rapidement, être bien dans leur quotidien plutôt qu'être en stress total chaque matin comme moi j'ai pu être, tu vois. Mais c'est venu après. Et du coup, ça a été séparé parce que j'ai eu envie de lancer un autre produit. Je me suis dit, tiens, je me fais plaisir, je propose autre chose. Je propose d'autres modalités. Il n'y a pas autant de séances de coaching. Le groupe, il est fermé, alors que dans l'autre programme, le groupe, il est flottant, c'est-à-dire que si tu rentres en avril, t'es avec les mêmes personnes qui rentrent en septembre, qui rentrent en décembre. Enfin, c'est différent. Et j'avais envie de me faire plaisir aussi à un produit différent parce que ça amène une dynamique de groupe différente et
ouais, c'était pour me faire kiffer. D'accord. Et tu dis que les problématiques sont pas tout à fait les mêmes pour les étudiants, et donc je vais revenir sur les femmes. Aujourd'hui, maintenant que tu accompagnes des hommes et des femmes, Ouais. est-ce que les problématiques sont similaires sur les hommes et les femmes vétos, ou est-ce que tu adaptes le programme que tu mets en place? Alors, il y a des problématiques qui sont similaires. Moi, j'ai pas fait de stats et j'ai pas accompagné beaucoup d'hommes quand même. Oui. Donc voilà, les hommes que j'ai accompagnés, ils avaient des problématiques très similaires à celles des femmes, mais ils rentrent pas dans le programme. Il y a un homme que j'ai accompagné qui était un jeune, et du coup, il était dans Vêtre Tremplin, j'avais prévenu que c'était mixte. Et il y a un homme que j'ai accompagné, que j'ai fait en individuel, parce que du coup, c'est un groupe femmes exclusivement, encore aujourd'hui. D'accord. Mais j'accompagne des femmes, même hors de ce programme. Si je pense qu'elles n'ont pas besoin d'un truc aussi complet, aussi Oui, d'accord. dense, je leur dis, à toi, on fait un truc plus léger, on se fait ça, on voit comment ça bouge, mais je pense que c'est suffisant. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup adapté. Avant, je vendais que le programme, et maintenant, si vraiment je pense que le programme c'est le mieux, c'est ça que je propose, mais c'est aussi mon produit le plus cher. Mais si je pense qu'on peut faire du très bon travail avec moins de choses et que la personne elle me dit je suis déjà sur ça, je suis surchargée, tout ça, je me dis ok, on va pas faire un truc trop dense. Et j'adapte mes propositions. Mais les hommes, les hommes qui sont pas des débutants, je leur fais que du sur-mesure. Ok, très clair. Et oui, je vais te demander aussi dans la manière dont tu organises ta vie, parce que là, du coup, je suppose que tu peux faire beaucoup de distanciel. On est sur quelque chose qui est très différent au quotidien d'un vétérinaire qui doit être dans sa clinique. Ouais. Comment tu t'organises et puis quels sont les avantages ou les inconvénients? Comment je m'organise, si seulement je le savais. En fait, là, aujourd'hui, parce que je vais pas te refaire les 3 ans et demi, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une journée par semaine vraiment bloquée pendant laquelle j'ai pas de rendez-vous. Et éventuellement, je déroge à la règle si j'ai une cliente ou un client qui me dit vraiment là, il n'y a pas du tout de rendez-vous avant au moins 1 mois et j'aimerais vraiment te voir, on s'est pas vu depuis 1 mois. Bon, ok. Mais sinon, j'ai une journée par semaine bloquée pour faire tout ce qui est présentation sur les réseaux sociaux, administratif, tout ce qui est formation, parce que je me forme beaucoup et je crée des formations aussi, et ça prend du temps pour les mettre en page, etc. Et moi, ça me prend du temps de me former. Et après, j'ai un lien Calendly, et les personnes prennent rendez-vous avec moi. Et du coup, du mardi au vendredi, les personnes, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi sur mon lien Calendly pour pouvoir se faire coacher. Et j'ai entre 3 et 6 rendez-vous de coaching par jour. Et clairement, 6, c'est vraiment trop. Et j'ai fait en sorte que ce soit 3 ou 4 max, quoi. Parce que, en fait, c'est très intense. Tu fais ça en distanciel? Ouais. Tout ce qui est coaching, sauf pour les quelques personnes qui ont réussi à venir me voir ou que je suis allée voir au cours d'un périple ou qui habitent près de chez moi, je les vois pas. En vrai, il y a des personnes que j'ai jamais vues en chair et en os, hein. Mais le coaching, ça marche extrêmement bien par Zoom, et j'étais la première à dire jamais de la vie. Donc, moi j'ai plein de collègues que j'ai jamais rencontrés en vrai, sur une entreprise qui est sur plusieurs sites en France. Oui, c'est ça. Donc, pour moi, je vois à quel point ça marche hyper bien. Et maintenant, il y a de plus en plus de présentiel parce que il y a... Ça fait combien de mois? En début 2024, j'ai créé Wondervet avec Pauline Mazzolini, et maintenant on fait beaucoup de présentiel avec toute la partie formation, puisque du coup on propose un parcours de formation et d'accompagnement pour les personnes qui ont un rôle managérial dans le milieu vétérinaire. Et là, on a 4 jours de présentiel avec ces personnes-là, et je kiffe. Comme j'adore être là aujourd'hui avec toi à Paris, avoir rencontré l'équipe, tu vois, c'est précieux pour moi d'avoir des moments de contact avec l'humain, et ça, c'est un des inconvénients de mon métier. Oui, finalement, t'as diversifié ton activité par des formations, puis même là, par du podcast. Ouais. Donc, tu te retrouves avec ce qu'on appelle une activité diversifiée. Ouais. Ce qui est plus riche, parce que je suppose que chaque partie de ton activité nourrit les autres, en fait. Ouais, carrément, tout est lié. Hein. De toute façon, j'ai pas un endroit où je crée des boules d'oreilles. Je pourrais, parce que j'adore ça, mais... mais non, tout est très lié, et tout a du sens, et c'est important pour moi que tout ce que je fais, ça nourrisse les autres, effectivement. Ok. Tu m'as dit tout à l'heure que au début tu voulais pas faire du groupe, tu voulais faire que de l'individuel, donc tu as commencé par de l'individuel. Comment ça se passe? Quelle est la différence entre les deux? Alors, il y a même une différence entre individuel, groupe et équipe. D'accord. Parce qu'en fait, un groupe, c'est des personnes qui ne se connaissent pas. Ouais. Comme un groupe de parole, en fait.
voilà, dans l'imaginaire collectif, les alcooliques anonymes, tu te retrouves, bon, bah là, c'est les vétérinaires pas anonymes, du coup. Mais au début, moi, ce que je voulais vraiment pas faire, c'était de l'équipe. C'est vraiment, tu vas dans une clinique ou dans un cabinet et les gens te disent, c'est la merde, il faut nous aider, Colline. Ça, c'était, je me disais, oulala, non. Bon, maintenant, je fais ça et j'aime beaucoup. Mais du coup, ce que j'ai fait dans le programme Femmes vétérinaires épanouies, c'est que je leur ai dit, dès qu'il y aura suffisamment de personnes inscrites, parce que j'étais transparente, c'est le début, etc. Dès qu'il y aura suffisamment de personnes inscrites, il y aura des séances en groupe, tel jour, telle heure. Et du coup, j'ai animé des séances de coaching en groupe et j'ai vraiment commencé à me dire, mais c'est indispensable de leur faire vivre ça à tous les vétérinaires de France. Parce que la solidarité que ça crée, le soulagement que ça crée de ne pas se sentir tout seul, l'utilité qu'on sent de pouvoir se servir de sa propre expérience pour aider quelqu'un, le soulagement de se dire « Ah, moi, ce problème-là, j'ai dépassé ». Enfin, en fait, il se passe quelque chose dans le groupe qui est extrêmement précieux et les deux, l'individuel et le groupe, font une synergie qui est extrêmement puissante. J'ai un espace d'intimité où je peux aller vraiment sur un problème où je me sens pas d'en parler devant les autres, et j'ai un espace où je peux profiter du regard des autres, je peux apporter aux autres, et ça crée de la connivence. Et il y en a qui sont aujourd'hui très amies dans la vraie vie, alors qu'elles s'étaient jamais vues en chair et en os, elles ont voulu se rencontrer et tout. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux, surtout que moi, au départ, comme pour le présentiel, je disais mordicus, ça me fait chier de faire du groupe. Alors qu'en fait, aujourd'hui, j'adore ça. Donc, je suis très contente d'arriver à changer d'avis. Oui, ce dont tu parles, c'est le pouvoir de faire, de bénéficier des expériences des autres et de faire bénéficier les autres de son expérience. Oui, et puis de bénéficier de ce que ça représente, une personne qui se met en vulnérabilité devant tout le monde. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui peuvent se passer pendant une séance de groupe, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne qui a un sujet, qui expose le sujet, et moi, je la coach devant tout le monde. Si elle veut l'expérience des autres, un retour, etc., je crée un processus pour ça. Mais sinon, elle peut faire une séance de coaching en entier, où c'est elle et moi en tête-à-tête, et le groupe qui observe et qui se nourrit de ce qui se passe. Et ça, c'est un cadeau que la personne, elle fait de venir parler d'un truc qui est pas facile pour elle, en fait. Et rien que ça, c'est extrêmement puissant dans ce que ça crée et c'est très très nourrissant pour les personnes qui regardent. Ça arrive exceptionnellement qu'il y en ait qui se disent « Oh là, je me sens pas du tout concernée » et qui décrochent, mais c'est rarissime. La majorité du temps, c'est « Oh, ça m'a fait du bien cette séance, comme à chaque fois, c'est vraiment riche. » Enfin, tu vois, j'adore faire ça. Alors moi, je vois le lien avec Veto Micro puisque j'ai envie de t'interroger plus sur la partie podcast, en tout cas avec les podcasts, où on est dans quelque chose de beaucoup plus passif, mais finalement, l'idée, c'est de parler des expériences de chacun comme on est en train de le faire là, pour que les personnes, les auditeurs s'en nourrissent. Ouais. Donc, si ça te va, on parle de cette partie-là, parce que t'es pas à ton coup d'essai, c'est pas ton premier podcast à Veto Micro. T'as une première expérience puisque t'as contribué à Indiana Vet avec Anthony Bourg, que j'avais interviewé, c'est l'épisode 70. Est-ce que tu peux me raconter comment tu atterris dans cette aventure et puis qu'est-ce que tu en as tiré ? Alors, j'atterris dans Indiana Vet parce que Anto, c'est mon hippopoulot. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est le poulot de ma poulotte à Lyon. Et on a été en contact surtout dans mes dernières années de pratique. Et en fait, moi, je lui disais beaucoup ce que je vivais, de mon envie d'arrêter, etc. Puis lui, ça a été difficile, vous l'entendrez dans son épisode. Mais du coup, je lui partageais mon expérience et puis on se rapprochait comme ça au fil des appels. Et en fait, moi, je me suis lancée et puis un jour, il me dit que lui aussi, il a envie de faire ça. Et je me dis, mais oui, vas-y, c'est trop bonne idée, quoi. Je t'y vois carrément. Puis t'as la niaque et tout, ça va être super. Et au final, il se forme au coaching. Et en même temps qu'il se forme au coaching, il a envie d'être proactif sur son marketing. Et il me dit, je veux absolument faire un podcast. Et je veux le faire avec toi et je veux travailler avec toi. Moi, j'ai mis du temps à me décider et au final, je me suis dit, allez, ok, on tente l'expérience. Le podcast, je me disais, ça va nous prendre un temps fou, j'ai trop peur. Et du coup, je lui ai beaucoup laissé faire. Donc, c'est son bébé, Indiana Vet, clairement. Et moi, je suis venue contribuer. J'ai changé les langes, si tu veux, mais c'est lui qui a pondu le bébé. Mais je me retrouve dans ce podcast aussi parce que je me dis, j'ai vraiment envie d'avoir au micro des personnes qui ont vécu des trucs pas cool, qu'on puisse le décortiquer, qu'on puisse le dénoncer, qu'on puisse dire c'est pas normal si vous vivez ça, il y a des solutions, et qu'on puisse aussi dédramatiser, déculpabiliser les personnes en disant en fait ça fait pas de vous une mauvaise personne si vous faites certaines choses, c'est juste un comportement et voilà pourquoi potentiellement il n'est pas approprié et d'être en mode on va décortiquer tous les fonctionnements humains
pour que des personnes puissent trouver des solutions pour s'éloigner de certains comportements ou pour changer leur propre comportement. Et là, je me dis, mais en fait, c'est le rêve. Et j'ai adoré faire ça, et même si c'était pas toujours simple, parce que les sujets sont, franchement, parfois un peu lourds, très très compliqués. Mais voilà, c'était vraiment kiffant. Et après, nos chemins se sont séparés avec Anthony, donc j'ai fait qu'une saison. Mais voilà, c'était une très très belle expérience. Ouais, t'en gardes vraiment une belle, des beaux souvenirs, quoi, ouais. dans ces rencontres et ces échanges que t'as eu avec des vétos. Exactement. Et alors, quand Sophie Wilford t'appelle et te propose de la remplacer sur Veto Micro, quelle est ta réaction? Il y a une partie de moi qui n'y croit pas trop. Je me dis, ah oui, mais tout le monde est d'accord. Genre, t'en as parlé avec l'équipe et tout. Et en fait, il y a une partie de moi qui se dit, en très très gros, dans ma tête, ça clignote, opportunité de ouf. Genre, mais tu voulais refaire du podcast, tu peux refaire du podcast. T'as envie de travailler plus en équipe, ça te permet d'être encore avec une autre équipe, parce que avec Pauline, c'est trop cool, mais en fait, il y a beaucoup encore des moments où je suis toute seule. Et puis, honnêtement, c'est une manière de me faire connaître auprès de la profession, et moi, je suis là pour aider la profession. C'est ma mission de vie, en tout cas pour les, je sais pas combien de prochaines années, mais je suis là pour apporter à la profession, et je me dis, avec ce podcast, je vais pouvoir être connue et apporter plus facilement à la profession, me faire plaisir en refaisant du podcast, participer à une équipe et rencontrer plein de gens. Et me faire plaisir à aller nourrir ma curiosité et à écouter des parcours des gens, entendre ce qu'ils font. Et en fait, voilà, j'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir. J'en ai parlé avec Pauline, ma partenaire de Wondervet. Et Pauline, elle me dit, tu vas dire oui, hein. Je dis, je voulais juste vérifier avec toi qu'il y avait pas un truc à faire attention et tout. J'ai bien réfléchi au niveau du temps. On en a parlé d'ailleurs. Ça va représenter combien de temps? Parce que j'ai besoin de garder vraiment beaucoup de temps pour mon activité principale. Et je me suis dit, non, mais ça va rentrer. Ça va rentrer. J'ai trop envie de le faire et j'ai trop envie de tester l'expérience. Et nous voilà. Alors écoute, je voulais t'emmener sur un autre terrain, rien à voir, mais un terrain un peu plus personnel. À chaque interview que je prépare, on a la même trame de préparation, donc tu le sais, on demande quelles infos de ta vie perso tu juges importantes. Et tu m'as répondu que tu n'avais pas d'enfant et que tu n'en voulais pas. Et je le note, c'est pas la première fois que je le dis dans ce podcast, c'est que 100% des femmes nullipares me l'écrivent en fait. Ah ouais. Ouais, c'est un truc de dingue. Et m'écrivent souvent, me rajoutent c'est par choix en fait. J'ai jamais un homme qui me l'a écrit, et d'ailleurs souvent les hommes, alors il y en a qui m'écrivent quand ils ont des enfants, mais même parfois ils ne m'écrivent pas qu'ils ont des enfants. Donc c'est assez rigolo, et j'en ai déjà parlé avec Annabelle Orsag, qui est aussi une de nos collègues dans l'épisode 57, et je voulais te demander pourquoi toi, en tout cas pour toi, c'est si important de l'écrire, et est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que finalement la société renvoie une espèce d'image de où faut se justifier, tu vois, sur ce sujet? Ouais, clairement, je pense que la société dans laquelle j'ai grandi, c'est une société dans laquelle, quand on n'a pas d'enfant, c'est qu'on n'a pas réussi à en avoir. Mais ça, c'est en train de changer. Mais quand j'ai grandi... Ce qui peut parfois être le cas, effectivement. Oui. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Non, mais moi, j'avais pas d'exemple, j'ai pas d'exemple en tête quand j'ai grandi, de personnes qui n'avaient pas eu d'enfant par choix et qui le disaient. Ça n'existait pas. Et honnêtement, je pense que je le dis aussi parce que j'ai pas envie d'avoir la question. Là, je suis OK avec ta question, mais j'ai pas envie qu'on me dise, et alors, t'as des enfants? Non. Ah, oh là là. Et là, ça devient gênant. Genre, non, mais ça va, hein, j'ai choisi. Ah bon, mais pourquoi c'est tellement merveilleux? Je te rassure, ça ne me viendrait même pas à l'idée de poser ce genre de questions. Ouais. Et je pense que, du coup, comme je lis les résumés des gens, et que, pour l'instant, j'ai interviewé avec des femmes, et que toutes les femmes me parlent de leurs enfants, il y a aussi ça qui s'est passé. Genre, dans ma vie personnelle, il faut que voilà. Je me justifie. Donc, en tout cas, que je donne l'info. D'accord. Je donne l'info, t'en fais ce que tu veux, mais je donne l'info, j'en ai pas, j'en veux pas. Si tu veux en parler, on peut. Mais je voulais pas avoir cette question un peu gênante, parce que je pense que moi, je crains aussi le décalage que ça peut créer avec des personnes qui en ont. Genre, c'est un truc énorme dans ta vie qui te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et sur lequel on se rejoint pas. Et ouais, tu vois, je pense que je crains on est moite-moite dans l'équipe, et en fait, on trouve ça très cool. Ouais, et moi, je crains l'écart que ça peut créer. D'accord. Tu vois, je pense que dans une relation, j'ai à cœur que ça soit bien, que ça soit agréable, que ça soit fluide. C'est important pour moi que notre relation, elle soit chouette comme ça. Et je me dis,
quand est-ce que je le place? Bon, je veux pas que Marine, tu sais, que ça crée un froid ou une distance qui aurait pas lieu d'être parce que juste sur ça, on n'a pas la même opinion. Puis en fait, c'est ok, chacune son utérus. Bon, là, c'est parce qu'on travaille ensemble, effectivement. Ouais. Mais même les femmes que j'interviewe, je te dis, me l'écrivent systématiquement. Ouais. C'est vraiment quelque chose que du coup, j'ai fini par noter au fil du temps. Ouais. Donc, ça reste une question au niveau de la société qui est très souvent posée aux femmes. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis ça reste vous en voulez pas? Ah bon, vous êtes sûr? Oui, je suis sûre que je veux me faire ligaturer les trompes, merci. Alors moi c'est pas mon cas, mais moi j'ai une personne que je connais bien qui est dans ce choix-là et elle galère à trouver quelqu'un qui veut bien lui faire, mais parce que vous avez changé d'avis. Enfin tu vois, c'est encore très présent qu'une femme ça fait des enfants quoi. Donc je pense qu'on est dans une génération où on le dit, on l'assume pour que ça libère c'est un vrai choix et on a le droit et on va kiffer notre vie comme ça et à mon avis dans 2 générations c'est bon, ce sera plus autant un sujet. En tout cas je trouverais ça chouette que ce serait bien. Ce soit plus en mode il faut le dire, c'est une info, mon utérus restera vide d'enfants. Mais t'as raison, parce que là, en ces temps de campagne d'élection présidentielle américaine, Kamala Harris, elle se fait recevoir à cause de ça, traitée de vieille fille à chat. Donc c'est quand même encore aujourd'hui, c'est malheureux, mais c'est encore aujourd'hui un sujet, quoi. Ouais, voilà. Pour nous aussi, du coup. Dans la préparation de cette interview, j'ai noté une autre particularité, si on peut dire. T'es en couple non cohabitant et tu vis en colocation, donc pas avec ton conjoint. Ouais. Donc ce qui est quand même une vie en communauté, c'est-à-dire que tu vis pas toute seule. C'est un mode de vie qui est encore minoritaire aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on sort du parcours pro, mais je suis toujours intéressée par la mise en parallèle d'un parcours pro et d'un contexte sociétal en fait. Et finalement en ce moment, le mode de vie, le vivre ensemble, la cellule couple, la famille nucléaire, tout ça est en train de vivre une mutation finalement importante au XXIe siècle, peut-être autant qu'au XXe siècle, puisque le couple a beaucoup évolué. Est-ce que tu accepterais de nous parler de ce choix et est-ce que ça a une ligne directrice commune avec toute cette vie pro qui est la tienne et la logistique que tu as, comment tu as organisé toute ta vie en fait? Alors j'en parle avec grand plaisir parce que mes choix me conviennent très très bien, je les assume parfaitement, j'en suis très heureuse, donc avec grand plaisir d'en parler. En fait, je suis avec mon compagnon depuis 2 ans et demi et quand on s'est rencontrés, on n'habitait pas dans la même ville. Donc déjà, d'office, il y avait pas ce côté je laisse une brosse à dents, puis toi aussi, puis en fait, petit à petit, il y a des affaires de chez l'un chez l'autre et on se dit, on finit par vivre ensemble en glissade, en fait. Tu vois, ça glisse vers le vivre ensemble. Et on a discuté du fait de vivre ensemble ou pas, et tous les deux, on a dit, j'ai pas envie. Ouais. En fait, là, je suis à un moment de notre relation où je t'aime, je suis engagée envers toi, j'ai envie de continuer de construire ce couple et de partager des expériences avec toi dans ce couple, mais j'ai pas envie de vivre avec toi. Et moi, j'ai pas envie de vivre où il vit, honnêtement. Son appart, il est très cool, mais pas du tout dans mes critères. Et puis, moi, j'avais envie de vivre avec d'autres gens. Oui, c'est ça. Pour autant, tu n'as pas envie de vivre seule, parce qu'il y a des gens, ils aiment vivre seuls. En fait, j'ai vécu seule 4 ans. Et j'en avais marre, parce que je vis seule et je travaille seule. C'est ça, oui. Au moment où je prends cette décision, je commence à travailler en partenariat avec Pauline depuis quelques mois et avant qu'on fonde Wondervet, mais je travaille seule et donc la majorité de mon temps dans mes journées, je suis toute seule. J'en ai ras-le-bol. Et surtout que moi je suis une extravertie majoritairement dans mon fonctionnement. Donc j'ai besoin d'avoir des gens avec qui je fais des blagues, avec qui je raconte mes petites victoires, etc. Et c'est ce que je fais aujourd'hui quand je croise mes colocs, je leur dis je peux te raconter un truc, c'est trop cool. Et en fait, j'avais juste envie de ça et je pense que j'ai eu des expériences de coloc pas hyper fun et là je me suis dit je vais me trouver un chouette truc, ça va me donner l'occasion d'avoir aussi des plus grands espaces, d'être bien dans un endroit où il y a des grands espaces, etc. parce que t'as accès à plus grand quand tu vis à plusieurs pour le même prix quoi. Et en fait j'ai rencontré 2 nanas extraordinaires et j'ai un pote à moi qui nous a rejoint dans l'aventure, donc on est à 4, mais j'ai rencontré des femmes par vraiment méga chance sur un groupe sur Facebook qui ont énormément de valeurs en commun avec moi et auprès desquelles je me sens ultra en sécurité, ultra comprise. Elles m'apprennent énormément de choses sur le féminisme, l'écologie, tous les biais qu'on a. Bref, je les trouve absolument géniales. Et du coup, je suis très contente de mon choix. On a une super maison, vue sur les montagnes. C'est oui, cool. Et tu peux peut-être préciser dans quelle région tu habites ? À Chambéry. Voilà, à la montagne. La montagne. Ouais, j'habite Chambéry. T'as fait pas mal de régions, du coup, en France. Ouais, un petit peu.
Ok, non mais je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment on est en train de diversifier, on a de moins en moins, on l'a encore beaucoup, hein, mais de modèles uniques. Ouais. Et en fait, et finalement, je trouve que ça rejoint un peu ton parcours de vie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu t'es demandé, t'as accepté enfin de te demander ce qui te convenait à toi, c'est-à-dire que par exemple, tu le dis, on s'est posé, on s'est dit, est-ce qu'on a envie de vivre ensemble, alors que quand on est dans un espèce de schéma où on se dit faut qu'on vive ensemble, il y en a qui se posent même pas la question. Et je remonte là-dessus parce que moi j'étais avec mon mari dès l'école et on n'a jamais voulu vivre ensemble à l'école et ça a halluciné plein de gens et plein de gens me demandaient du coup c'est Guillaume qui veut pas vivre avec toi, ça parce que je pense que c'était le fait que c'était moi la fille en fait. Et c'est très marrant parce que finalement on a vécu ensemble très tard, on a été donc cohabitants pendant il y avait le terme n'existait pas mais pendant longtemps et effectivement voilà, il n'y a pas un modèle unique et je trouve ça cool les gens qui en parlent avec naturel et qui voilà, c'est une espèce d'affirmation de soi quoi. Et de ce qui me convient. Et ce qui là te où convient, j'en suis aujourd'hui. Et honnêtement, quand je t'entends le dire, je me dis, c'est ça mon métier. Oui, ben c'est pour ça que je trouvais qu'il y avait un lien vraiment dans ce parcours. C'est vraiment le fait qu'à un moment, t'as ce déclic et à un moment dans la vie, on peut accepter de se dire, attends là, il y a des codes sociaux, il y a des études qui m'ont mis sur des rails, mais en fait, est-ce qu'à un moment, je me demanderais pas moi, comment j'ai envie de travailler et comment j'ai envie de vivre Exactement. Et moi, je surkiffe accompagner les gens à répondre à ces questions pour elles et pour eux. Tu vois, c'est vraiment genre, ah bah oui, en fait, c'est le truc qui m'a le plus soulagée dans ma vie et qui fait que j'ai le plus une vie qui me plaît aujourd'hui. Bah, du coup, je suis trop contente de pouvoir l'apporter aux autres. Ouais, genre, bien sûr. vous allez voir, vous allez adorer votre vie une fois que vous allez sentir à quel point vous la choisissez. Il y a des gens, ils changent rien. Ils changent rien à leur vie. Juste, ils changent de regard sur leur vie. Et donc, l'appréciation quotidienne est transfigurée. Et puis, il y a des gens qui changent tout, tu vois. Comme moi. Bien sûr. Mais ouais, c'est sûr que c'est beau, ça me fait plaisir de mettre ça en lumière. Genre, c'est ça que je fais et c'est ça que j'ai vécu. Cool, c'est cohérent. C'est toujours comme ça quand on est dans des discussions où il y a des choses qui apparaissent en fait. Alors j'ai une question, tu vas t'en douter, hein, c'est ta question, puisque dans Veto Micro on a chacun un peu notre question de la fin, mais je vais te poser la tienne, donc je vais déflorer ta question parce que je l'ai trouvée très sympa. Qu'est-ce que tu voudrais pouvoir raconter de ton parcours professionnel quand tu prendras ta retraite? Je vois qu'elle m'émeut cette question. Ah oui, c'est vrai, elle t'émeut. Ouais. Je vais prendre un petit peu de temps du coup. C'est parce qu'on vient de parler de dérouler tout son parcours. Hein. J'ai plein de personnes à qui ça fait ça. Ouais. C'est pas un exercice si facile en fait. Ouais, et puis en fait, je pourrais prendre ma retraite aujourd'hui, tu vois. Je serais déjà tellement fière de ce que j'ai fait. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Je crois que j'en suis passée par quand même 11 ans de j'aime pas ma vie, quoi. J'aime pas ce que je fais, je me sens pas inspirée, je suis pas au bon endroit, je galère, jusqu'à dire, ok, c'est bon, je tape du pied. Et c'est parce que j'ai autant galéré que derrière, j'ai aussi autant aimé et que j'ai autant été inspirée et que j'ai eu autant d'énergie à mettre dans une carrière dans laquelle j'ai vraiment été honnête et authentique envers moi. Ça, c'est le truc le plus fou que je pourrais dire le jour où je prends ma retraite. Genre, j'ai fait une carrière qui me ressemble. J'ai fait la carrière que Colline Musel devait faire et j'en suis fière et je changerai rien à ça. Ouais. Bon, je rassure tout le monde, tu vas pas prendre ta retraite demain. Non, c'est pas prévu. Je sais pas si je prendrai ma retraite, honnêtement. J'aime tellement ce que je fais. Je me vois très bien à 75 ans, la petite mamie véto. Enfin, je serai pas petite parce que je ferai toujours mon 1m80, mais la mamie véto coach qu'on va voir et qui est sage et qui a toujours un bon mot, tu vois, pour aider. Je pense que j'aurai ça. Voilà. Ouais, c'est une chouette manière de clôturer ce podcast. Est-ce que tu crois qu'on a oublié quelque chose? Plein, mais on va pas faire 4h30 d'interview. Alors, j'ai adoré et ça me va de finir sur ça. C'était très chouette. Parfait. Comment nos auditeurs et nos auditrices peuvent te contacter? Alors, je rappelle qu'ils peuvent te contacter via notre adresse Veto Micro, c'est podcast@themavet.fr, mais s'ils veulent te contacter directement, comment font-ils? Alors, ils peuvent me contacter sur Messenger en cherchant Colline Musel et ils peuvent me contacter sur contact@wondervet.fr. Parfait, c'est bien noté. Merci Colline,
C'était très chouette. Moi aussi, j'ai été émue à la fin. Non, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Il y a un parcours riche et puis il y a vraiment c'est vraiment notable. J'avais pas complètement compris quand on a préparé cette interview qu'il y avait eu vraiment autant de souffrance et ça finalement je suis en train de réfléchir aux 80 personnes qui sont passées avant toi et j'ai pas de souvenir vraiment où il y a eu cette envie de continuer, il faut continuer mais en fait c'est difficile, donc je pense que ça vient enrichir encore Veto Micro. Et nos auditeurs, ils te retrouvent dès la semaine prochaine pour ton premier épisode. Donc tu peux redire peut-être avec qui, tu l'as dit tout à l'heure, mais avec Sophie Latapi. Voilà, exactement. Et je voulais te redire combien je suis heureuse de travailler avec toi sur cette saison 3 parce que je suis sûre qu'on va faire des choses vraiment très chouettes. Et merci de m'avoir embarquée dans l'équipe. Je suis ravie d'être là. À bientôt, Colline. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.